Alors, je vous remercie d'être venus nombreux à cette deuxième journée de Nolay. Je vais vous parler des lésions dégénératives de la portion intra-articulaire du long biceps. Alors, elles tiennent à son anatomie qui s'insère au niveau du pôle supérieur de la glène, dans 20% des cas sur le tuberculus glénoïdien, 50% à partir des fibres du tendon, 30% sur les deux. Dans 15% des cas, il y a une variation anatomique et ce tendon est soumis à des forces de cisaillement, étirement et torsion. Le long biceps est fléchisseur et supinateur du coude. Il permet pour les lanceurs de ralentir l'extension du coude et de la pronation de l'avant-bras. Il est stabilisateur de l'épaule en actif et lorsque vous réalisez une ténotomie, il y a une ascension de la tête humérale qui fait penser qu'il est aussi abaisseur de la tête humérale. Les douleurs en fait se manifestent par le réseau de fibres sympathiques qui sont reliées aux fibres du tendon du long biceps. C'est une pathologie fréquente et assez peu recherchée. Dans une étude sur 200 épaules de conflit en 2000, ont dû être réalisés 80 gestes sur le long biceps, ténotomie ou ténodèse, 120 ténosynovectomies qui pour la moitié comportaient des signes d'histologie, d'inflammation chronique. Le symposium de la Société française d'arthroscopie 1997 a trouvé un tendon, réalisé pour des perforations de coiffe, a trouvé un tendon du long biceps normal seulement dans 27% des cas. Donc le message, c'est que dès lors que vous avez une pathologie de coiffe, attention à votre long biceps, il faut l'examiner cliniquement, par l'imagerie et par arthroscopie. Donc les différentes pathologies reliées au long biceps sont la tendinopathie isolée, parfois secondaire des microtraumatismes sportifs, des anomalies de la coulisse, un épaississement du ligament huméral transverse, ça se rapproche des tendinopathies canalaires. La deuxième pathologie extrinsèque, c'est la luxation qui se fait sur le versant médial. Il y a alors le rôle du ligament coracohuméral et du sous-scapulaire. Donc, Habermeyer et Walsh ont classé ces luxations en 3 stades. Stade 1, c'est subluxation antérieure. Stade 2, le long biceps glisse au-dessus de la berge médiale de la coulisse. Stade 3, désunion de la petite tubérosité. Donc le risque d'évolution des fissures du tendon du long biceps sont la rupture du long biceps qui peut arriver chez l'homme mûr de plus de 60 ans pour son membre dominant avec une douleur antérieure irradiante et en rotation. On entend des claquements qui peuvent survenir en cas d'instabilité, mais un claquement plus brutal au cours de la rupture, avec cliniquement une impotence, une ecchymose, un signe de Popeye inconstant, un soulagement secondaire. Je remercie Thierry Boyer pour ces diapositives parlantes. L'examen clinique doit être comparatif. C'est vrai qu'il est difficilement spécifique. Les douleurs siègent en antérieur, sur la gouttière en avant à 10 degrés de rotation interne, et donc sont mieux vues en rotation externe. Il faut écarter les diagnostics différentiels, capsulite ou névralgie cervico-brachiale, et on peut réaliser des tests cliniques, donc le speed test de Gilles Christ, le Gergansons test et le slap active compression test qui, eux, vont chercher plus, le dernier, des lésions du labrum, du bourrelet, qui peuvent être reliées aux lésions du tendon du long biceps. Donc, j'ai pas insisté trop sur les slap lésions, qui sont les lésions du bourrelet, qui sont des lésions traumatiques aiguës et qui, au-delà du stade 4 des lésions du bourrelet, peuvent s'accompagner de lésions fissuraires du long biceps. Donc l'imagerie pour nous aider, les radiographies sont assez peu contributives, elles montrent parfois des calcifications de la gouttière. L'échographie est très intéressante puisqu'elle peut montrer à la fois le tendon en statique et des signes fissuraires, mais aussi en dynamique avec des possibilités de luxation en mobilité. L'IRM permet un diagnostic avec, au départ en 2004, des ruptures partielles visibles dans 50% des cas.
et avec une amélioration des performances, puisque j'ai vu une étude en 2015 qui rapprochait les performances de l'IRM simple avec celles de l'arthro-IRM. Donc on sait que nous, les examens injectés sont quand même les plus performants pour examiner les lésions, faire le bilan lésionnel du tendon du long biceps. L'examen arthroscopique va être le gold standard. Il permet une étude en statique, en dynamique. On examine le tendon, le labrum, le subscapulaire. On recherche des signes d'instabilité en rotation, des malformations en sablier. Et on examine le tendon jusqu'à la gouttière en le tractant. Les traitements proposés pour les lésions du long biceps après échec de 3 à 6 mois de traitement médical comprenant antalgique, anti-inflammatoire, rééducation fonctionnelle et infiltration qui sont devenus plutôt éco-guidés car moins invasifs et plus performantes pour être bien au cœur de la lésion. Donc les gestes chirurgicaux se font maintenant essentiellement par arthroscopie. Il s'agit d'une ténotomie. C'est la section intra-articulaire de la longue portion du long biceps. Un petit geste supplémentaire permet de pallier le préjudice esthétique du bras de Popeye. C'est la ténotomie en V proposée par Duparc, qui maintient l'extrémité proximale en intra-articulaire après sa section, mais qui est réalisée pas à chaque fois. La ténodèse est après la ténotomie, une réinsertion du tendon en trou de serrure à l'entrée de la gouttière, au départ réalisée sans matériel en 1975 et depuis 2002, donc avec une vis d'interférence par boileau ou à l'encre par la fosse, un peu plus tard en 2006. Une étude en 2010 a montré que la tenue était meilleure avec une vis d'interférence. Donc j'ai trouvé 2 méta-analyses intéressantes qui comprenaient les deux 500 cas à peu près étendus sur une 50aine d'années. Dans ces 2 méta-analyses, donc la première montrait une différence pour la ténotomie qui entraînait une déformation de 41% des cas, la ténodèse de 25% des cas, et la seconde, les performances étaient quasiment équivalentes avec un score de constant. Donc ça comprenait 12 études de 1946 à 2013 sur 565 patients, 263 ténotomies, 302 ténodèses. Le constant était comparable, 92 et 90, entre la ténotomie et la ténodèse, au prix d'une déformation de 15% pour la ténotomie et 4% pour la ténodèse. En conclusion, c'est une pathologie du long biceps fréquente. Enfin, la pathologie de la longue portion du biceps est fréquente, parfois inaperçue, à rechercher en cas de douleur d'épaule tout venant, en cas de conflit, en cas de fissuration de coiffe et aussi de certaines slaps. La ténotomie est équivalente à la ténodèse dans les traitements, mais la ténodèse est préférée chez le sujet jeune sportif et le traitement assure d'excellents résultats. Je vous remercie de votre attention.